La Maïf, si on prend un peu son histoire, elle a été créée en 1934, effectivement, par des instituteurs, parce que maintenant on parle de professeurs des écoles. Donc instituteurs qui étaient et qui sont toujours des professionnels de l'éducation et de la jeunesse. Et donc la Maïf a toujours eu un lien très fort avec l'éducation, elle continue à l'avoir, hein, que ce soit par rapport à son cœur de métier, hein, l'assurance, mais par rapport à toutes les actions qu'elle va mettre en place au niveau sociétal pour justement que l'éducation soit au centre de la société et que tous les acteurs, on va parler des élus, on va parler des associations, on va parler des parents, que tous ces acteurs-là puissent, en plus de l'école, être acteurs de l'éducation de leurs enfants. Alors la Maïf, concrètement, je dirais combien de régiments, combien de divisions, le maillage territorial, c'est quoi ça, c'est une présentation rapide pour que finalement les élus qui nous regardent puissent se dire voilà, les points d'appui ils sont où? Ça c'est important à savoir. La Maïf, c'est environ 150 délégations sur toute la France. Ce que les gens ne savent pas bien, je pense que les gens connaissent la mutuelle, la partie assurantielle. Mais après, il y a suffisamment de publicité. Mais voilà. Mais après, tout ce qui est autour est très peu connu, voire pas connu du tout. Donc 150 délégations à l'intérieur desquelles il va y avoir des conseillers Maïf, mais il va aussi y avoir des personnes comme moi, comme mes collègues militants, on est 4 sur Aurillac, hein, et que n'importe quelle personne, sociétaire, pas sociétaire, élu, associatif, porteur de projet, peut venir rencontrer pour qu'on puisse les aider justement. On va parler de pas mal de solutions pour lutter contre les risques numériques tout à l'heure. Et venez nous rencontrer sur l'espace qui est à l'extérieur et on est là pour vous aider, pour vous accompagner sans vous parler d'assurance. C'est pas le problème des militants. L'assurance, si vous voulez vous assurer la Maïf, vous allez voir le conseiller. Faites ce que vous voulez. Voilà. Donc effectivement, il y a ce maillage territorial. Il y a des, si on a sur le premier slide, celui qui était juste avant, on peut s'apercevoir que la Maïf est entourée de structures. Donc là, moi, je fais apparaître juste les structures qui sont liées à l'éducation et à la prévention. Donc l'association Prévention Maïf, qui est aussi présente sur le stand de Ruralytique, et qui est aussi présente au sein des délégations. Dans chaque délégation, il y a une représentation locale de l'association. D'accord. Une sorte de référent. Voilà. Okay. Là aussi, vous pouvez venir rencontrer ces personnes sans aucun souci. Le Fonds Maïf pour l'éducation et la Fondation Maïf pour la recherche, qui sont encore deux acteurs qui vont agir et faire des recherches sur les risques et la façon de s'en prémunir et sur l'éducation. Ça marche. Donc c'est effectivement une galaxie de structures qui ont des missions propres, sachant que plus globalement, la Maïf en tant que chapeau de tout ça est une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise à mission pour la Maïf ? Une entreprise à mission, en fait, ça a été une possibilité qui a été offerte aux entreprises françaises par la loi Pacte depuis quelques années. Je pense que c'est très, très récent. La Maïf a souhaité devenir entreprise à mission en 2020 et elle a énoncé sa raison d'être qui est affichée sur le panneau derrière, que tout le monde peut lire. Hein, donc je vous laisse la lire à volonté. Et devenir entreprise à mission, ça veut dire en fait être encore plus concrétiser les engagements qu'elle a toujours pris et que ces engagements soient en plus mesurables et opposables, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des organismes indépendants qui vont pouvoir dire à la Maïf, mais voilà, vous avez pris tels engagements par rapport à la société, par rapport à vos sociétaires, et on a des échéances, et puis arrivé à ces échéances, on va dire qu'effectivement, il faut avancer encore plus vite ou il faut aller un petit peu plus loin dans ce que vous avez commencé à faire. Mais voilà, c'est un engagement fort et c'est un engagement qui crée des obligations. Alors, revenons sur effectivement cet esprit mutualiste et aussi assurantiel, hein, qui est le code génétique de la Maïf. C'est la notion de risque, elle est au cœur des questions qu'on va se poser ce matin, puisque Internet en confiance. Donc la confiance, c'est quand on a réduit le risque, ou en tout cas quand on le connaît. Qu'est-ce que fait la Maïf justement autour de cette notion de risque numérique ? Les jeunes témoins qu'on avait hier nous parlaient de
possible harcèlement, aussi du risque de se faire manipuler par des informations inexactes, ou d'être commercialement manipulé. Quand je regarde un truc, c'est fou, j'ai plein de pubs qui correspondent à ce que j'ai regardé. Donc ils savent, mais en même temps, ils ne sont pas protégés pour autant. Mais tous ces risques dont tu viens de parler, Sébastien, c'est effectivement des risques assez fréquents. C'est les plus connus, je pense. Je pense que les risques les plus sournois, on va dire, c'est la fuite et la captation de données. Donc, il y a des risques qui sont peut-être différents d'un âge à l'autre. Et c'est vrai que les enfants sont peut-être plus sujets à des harcèlements par le biais du numérique. On a parlé tout à l'heure, pour moi, les risques importants, c'est la surutilisation du numérique qui va faire que les enfants vont se retrouver dans des situations où ils arriveront plus à se concentrer, il y aura un manque de sommeil, où il y aura une perte de vocabulaire, une perte de l'orthographe, donc des choses qui sont très problématiques après au niveau de la compréhension et de l'expression. Et comme des processus d'addiction et de dégradation liés aux addictions, finalement. Exactement, voilà, oui. Et pour des plus jeunes, on va dire qu'il va y avoir aussi des risques d'irréputation. Ça, je pense que peut-être c'est des sujets qui ont déjà été évoqués. Pas vraiment. Pas vraiment jusqu'à présent. Donc, c'est des choses dont on n'est pas conscient, mais effectivement, quand on va se retrouver un peu plus adulte, on peut avoir mis un petit peu de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça peut porter préjudice, il faut s'en rendre compte au niveau de la recherche d'emploi, par exemple. Parce que là encore, il y a de l'information qui va fuiter. On ne se rend pas compte à quel point l'information et les données qu'on a vont fuiter par des moyens très, très variés, qui sont mis en œuvre par des entreprises et des sites qui vont essayer de capter ces données. Et donc, il peut y avoir des utilisations soit frauduleuses, soit dommageables, on va dire, aux personnes qui ont mis ces informations sur le net. Ok, donc on va aller maintenant à l'essentiel. Comment on prend conscience, comment on se protège? Parce que le risque, on ne va pas éteindre la box tout de suite. On va réfléchir à la manière, un risque, finalement, la politique de l'autruche, ça ne marche jamais. Donc comment on prend en responsabilité conscience de ce risque et comment on se protège? Donc, si on peut passer au slide suivant, en fait, les deux slides qui vont venir, on a souhaité, nous, en tant que militants d'Aurillac, vous présenter un panel d'outils que la Maïf va offrir gratuitement, à part un cas particulier dont je vous parlerai tout à l'heure, mais gratuitement au public, pour que toute personne puisse à la fois prendre conscience des risques, on va dire, s'informer sur les risques et puis s'en protéger. Et pour moi, en fait, tout ça, c'est un peu imbriqué, parce que à partir du moment où on commence à prendre conscience et qu'il y a des risques, on en prend conscience et on va s'informer en même temps et on va apprendre à se protéger. Les outils qui sont proposés là sont tous utilisables, je vous le disais, gratuitement. Il n'y a pas que des outils d'ailleurs, hein, puisqu'il y a aussi des partenaires qui sont représentés. Mais si on prend le Maïf Numérique Tour, vous pouvez venir aussi sur l'espace extérieur, on vous en parlera largement, et puis on vous donnera des moyens de l'utiliser, de le faire venir chez vous. Ça, c'est quelque chose qui est plus à destination des élus ou des centres sociaux, puisqu'on a travaillé avec Vanessa l'an dernier, on devait le faire venir sur le centre social d'Arpajon-sur-Serre, et puis Covid oblige, on a été obligé d'annuler la venue, et ceci dit, il est reprogrammé sous son nouveau format, puisqu'il y a un nouveau format, il est reprogrammé sous son nouveau format pour novembre, en espérant que tout se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt destiné aux élus, aux centres sociaux, aux associations. Après, si vous regardez le tableau, il y a Medata et moi. Alors ça, mon collègue en avait aussi largement parlé l'an dernier. Mais Christophe, c'est ça, voilà. tout à fait. Mais ça, c'est accessible à toute personne. Il suffit d'aller sur le site Medata et moi. Et vous avez des informations, des outils, des fiches techniques. Maintenant, ça a été trié par parcours. Il y a 2 parcours qui sont très intéressants et qui vont me permettre de comprendre. C'est intéressant pour les parents, c'est intéressant pour les formateurs, c'est intéressant pour le citoyen en tant que tel, d'aller voir ce qu'il y a dessus et de se dire que ben voilà, je veux vraiment m'acculturer sur différents sujets et puis comprendre où je vais prendre des risques et comment je peux m'en protéger, quoi. Je tenais à parler du projet La Boussole, puisque ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec la Fondation Maïf, dont je vous parlais tout à l'heure, et avec l'association Prévention Maïf.
et qui va être au catalogue des actions de la prévention Maïf d'ici peu. Donc prévention Maïf, l'association, si vous venez les rencontrer encore une fois, ils sont aussi sur l'espace, ils sont en délégation, ils vont vous proposer un panel très important d'actions qui peuvent être mises en place sur des publics très variés. Ça va des enfants, des écoles. On peut travailler avec des maisons de retraite, on peut travailler avec des communes, on peut travailler avec des centres sociaux sur des risques divers, mais en particulier sur les risques numériques. Et ça va concerner justement les jeunes. Voilà. Et puis, bon, je tenais aussi à parler de tous les différents acteurs qui sont sur le côté gauche de la diapositive, qui sont des acteurs nationaux avec des déclinaisons locales du numérique et des actions sur le numérique au niveau de l'inclusion et au niveau de la réduction de la fracture numérique. Et là, c'est plutôt le Fonds Maïf pour l'éducation qui, lui, est engagé pour une partie d'entre elles sur des mécénats, donc une aide financière pour mettre en place ces projets. Voilà. Merci Jean-Claude. Le mot de la fin, est-ce que c'est pas, et c'est ce qu'on partageait avant cette table ronde, c'est, vous me disiez, ce qui est le plus important, c'est d'aider à prendre conscience. Je pense que c'est l'essentiel parce que en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que voilà, j'ai été chercher de l'information un petit peu partout et je me suis rendu compte que l'essentiel, c'était la prise de conscience. C'est-à-dire que l'utilisation d'un téléphone portable en particulier, c'est tellement habituel, c'est tellement usuel, c'est tellement commun qu'on ne se rend même plus compte que tout ce qu'on fait avec, on parle de gratuité justement, mais rien n'est gratuit, quoi. C'est bien ce dont il faut se rendre compte, c'est que rien n'est gratuit et qu'à partir du moment où on utilise une application téléphone portable, il y a de la captation de données derrière. Ça ne peut pas être gratuit et la donnée, c'est l'essentiel, c'est ce dont il faudrait vraiment se protéger, c'est justement ces captations de données et pouvoir n'informer que par rapport aux données qu'on a envie de donner exactement. Voilà. Donc, oui, effectivement, les données, c'est un peu notre corps astral sur les internets, comme on dit. Et on voit aujourd'hui que la question de ces données, c'est notre intégrité, en fait. C'est ma personne en ligne qui est potentiellement menacée. Mais s'il ne s'agit pas de se faire peur, il ne s'agit pas non plus d'être béat et de laisser exactement, faire. Voilà. D'où le titre de l'intervention que toi, tu avais préparé. Donc, Internet en confiance et en conscience. Et mais là encore, voilà, là j'ai peut-être plus trop de temps pour m'exprimer, mais vous avez devant vous un panel de dispositifs de protection, que ce soit Medata et moi, où il y a par l'information, on va se protéger, un pack de cybersécurité proposé par la Maïf, des applications comme LoopApps qui vont pouvoir vous aider à protéger vos téléphones portables. De l'information sur les risques numériques. Là, j'ai mis quelque chose justement pour les personnes plus âgées. C'est bien que c'est le Ruralité qui est sur la jeunesse. Mais c'est valable pour tout le monde. Et, voilà. Et donc là aussi, c'est proposé par l'association Prévention Maïf. Donc voilà, il y a un panel de structures qui vont pouvoir vous proposer des actions variées, importantes, qui vont permettre de se former et de se protéger. Merci beaucoup Jean-Claude Rondolat. Le message aux élus, c'est qu'effectivement, accompagnons notre jeunesse sur la prise de conscience de ces risques. C'est pas parce qu'Internet est actuellement le Far West qu'on peut pas effectivement lui fixer quelques limites et quelques règles. Et sans doute loisible au territoire et à leurs responsables, à leurs élus, d'accompagner la jeunesse sur ce chemin-là. Vanessa Bonnefoy, donc on le disait en introduction, maire adjointe de la ville d'Aurillac en charge de la nouvelle citoyenneté de la jeunesse et du numérique. On voit bien qu'on associe effectivement la question de la nouvelle citoyenneté à la question de la jeunesse et du numérique. Et comment se dessine, de votre point de vue, cette notion justement de nouvelle citoyenneté ? Oui, bonjour. Donc, en effet, les nouvelles citoyennetés, donc, c'est un défi pour la municipalité, donc pour les 5 prochaines années à venir. Les nouvelles formes de citoyenneté, c'est le fait de faire participer l'ensemble des Aurillacois, des Aurillacoises, et surtout ne pas oublier notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la démocratie participative, donc on a des instances qui sont nommées donc des conseils de quartier. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait, toute notre jeunesse ne participe pas à ces instances-là. Pourquoi ? Parce que c'est l'après-midi, parce que c'est peut-être dépassé, c'est peut-être d'un autre temps. Et en fait, ils cherchent d'autres moyens, d'autres sources, en fait, pour pouvoir participer pleinement à la vie locale.
Donc on se dit qu'on a un conseil municipal des jeunes, demain un conseil municipal enfants-jeunesse, parce qu'on va rajouter une tranche d'âge donc au sein même de cette Parce que le instance. conseil municipal des jeunes, c'est quel âge à quel âge? Alors c'est à partir de 12 ans. Et donc là, C'est on va... 12 ans jusqu'à 18. Voilà, oui, c'est ça. Si Et on là, va conseil jusqu'à la fin. enfance-jeunesse? À partir de 10 ans. D'accord. Voilà. Parce qu'ils sont beaucoup plus volontaires et puis c'est bien aussi de les impliquer dans la vie locale dès l'âge de 10 ans. Voilà, ça peut être très bien pour eux aussi. Et puis ils ont envie, hein, pour certains, quand on échange, parce que je suis aussi maman d'une petite fille de 8 ans et pas parce que sa maman est élue, mais parce que tout simplement elle aime bien sa ville, elle se préoccupe de ce qui se passe autour d'elle. Donc elle aimerait, elle aussi, pourquoi pas, participer dès son jeune âge. Elle est un peu petite encore, mais... À partir de 10 ans, on trouve que c'est très bien. D'accord. Donc, demain, on aura un conseil municipal enfance-jeunesse. Donc, le but, c'est de faire participer ce petit panel de jeunes à la vie locale autour de plusieurs thématiques, accompagnés de professionnels, d'élus, justement, voilà, pour les accompagner sur de la participation citoyenne à leur niveau. Et pourquoi pas proposer des projets pour la ville, comme il se fait actuellement. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais des conseils de quartier. Alors, en effet, un peu vieillissants. Et on se dit vieillissants dans leur modalité ou dans leur composition? Plutôt dans leur composition, parce que c'est des instances qui se tiennent l'après-midi, pas forcément en soirée. Et puis, les jeunes, ils ont peut-être besoin d'un autre mode, en fait, de participation, notamment Internet. Internet, donc demain, la municipalité souhaite vraiment donner la parole aux jeunes, pas seulement sur des petits projets de la ville, mais aussi sur les grands projets de la ville. Et donc on travaille actuellement sur le fait de développer une plateforme numérique citoyenne à destination de l'ensemble des Aurillacoises et des Aurillacois et dès le plus jeune âge. Les jeunes pourront participer. Il y aura un espace jeune pour justement participer à la vie démocratique et aux petits comme aux grands projets de la ville. Voilà au niveau de la participation citoyenne pour la jeunesse. Ensuite aussi au niveau de la jeunesse, autant vous dire qu'on a un espace jeunesse à la ville d'Aurillac, un espace jeunesse qui est ouvert les mercredis après-midi et des fois en soirée, et un espace jeunesse qui est équipé aussi d'ordinateurs, tablettes. Certains jeunes peuvent venir réaliser des démarches et tout en étant accompagnés, parce qu'on a du coup des animateurs qui peuvent donc accompagner nos jeunes. On a aussi un espace public numérique qui a ouvert ses portes en 2019. Plus de 250 personnes sont accompagnées, donc pas spécialement que des personnes âgées, donc principalement, mais pas que. On a aussi des jeunes qui ont besoin d'avancer, d'être accompagnés et d'avancer en confiance et en conscience, du coup. Et du coup, le côté humain de la médiatrice qui est actuellement à l'EPN est plus qu'important. Et je rappelle effectivement que Pierre Mattoni a lancé il y a 2 ans le premier plan communal d'inclusion numérique, oui. Donc connu dans une ville moyenne, puis il n'y en a pas dans les plus grandes villes d'ailleurs. Comment avance cette démarche? Alors on sait que devait y avoir un temps fort collectif et que Covid oblige, ça a été un petit peu retardé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes arrivé à fédérer l'ensemble des acteurs concernés, les CCAS, les associations, etc., autour de cette question de l'inclusion numérique? On y travaille. On y travaille. C'est vrai que le Covid a cassé beaucoup de choses. Oui. Ouais, la dynamique, pleinement. Dans le sens où il y avait des ouvertures, notamment au niveau de l'EPN, beaucoup plus serrées, avec un accompagnement du coup peut-être un peu plus individualisé que collectif. À savoir qu'il y a une prochaine manifestation qui se prépare, c'est les 10 heures du numérique. Les 10 heures du numérique, c'est une manifestation qui va permettre de mesurer l'agilité numérique du grand public, de toutes les personnes qui souhaitent s'y coller. Bien évidemment avec l'aide de tous nos partenaires locaux. Et le but, c'est vraiment de cibler les personnes qui sont en situation d'exclusion afin de leur proposer un accompagnement individuel au sein même de l'espace public numérique. Donc on va y arriver, et le but et l'objectif primaire, j'ai envie de vous dire, principal de la collectivité, aujourd'hui de la ville d'Aurillac, c'est de sortir les 20% des personnes qui sont en situation d'exclusion, parce que être en situation d'exclusion numérique amène forcément vers d'autres modes, vers d'autres sources d'exclusion, et ça c'est vraiment problématique. Mais que ce soit pour les personnes d'un certain âge, les seniors ou autres, mais aussi pour notre jeunesse. Parce que c'est vrai que les jeunes, on dit, d'ailleurs j'avais relevé 2 questions
deux questions, je trouve, qui collent pleinement à la jeunesse. Et mes deux interrogations, c'est parce qu'ils sont jeunes qu'on aurait tendance à dire qu'ils maîtrisent parfaitement l'outil numérique, mais oui ou non? En fait, non. Non, parce qu'ils maîtrisent pleinement, oui, le smartphone, ça c'est sûr, mais les générations, notamment la génération Z, à partir des années 2000, maîtrisent beaucoup moins, par exemple, l'ordinateur, le clavier, la souris. Alors en effet, le tactile, ils y sont pleinement. Mais après, c'est vrai qu'il y a des outils du coup qui sont un peu laissés à l'abandon, et notamment tout ce qui en découle. Par exemple, le pack office, rédiger un CV sur Word, hop, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à partir d'une tablette ou d'un smartphone, on le fait beaucoup moins bien. Excel ou autre, du traitement de texte. Je rejoins du coup l'orthographe ou autre. Et ensuite, ma deuxième question, c'est parce qu'on pense qu'ils maîtrisent parfaitement l'outil numérique que nous pensons qu'ils détiennent la dernière et la plus pertinente de l'information. Alors l'information vient d'Internet, ah ben oui, elle vient de sortir, mais est-ce que la source est fiable? Est-ce que l'information est vraiment bonne? Est-ce qu'elle est pertinente? Et du coup, je disais qu'en effet, nos jeunes sont nés avec l'outil numérique, avec Internet, mais en effet, ils n'en sont pas maîtres. Et c'est à nous tous ici présents, j'ai envie de dire, en tant que parents, en tant qu'élus, en tant que professionnels éducatifs ou autres, d'accompagner nos jeunes, de baliser le terrain, bien évidemment, de le sécuriser, parce que c'est un nouveau monde et le monde virtuel est vraiment à prendre avec des pincettes, et on doit vraiment faire en sorte d'accompagner nos jeunes du mieux que possible, et surtout ne pas être réfractaire en fait à tout ce nouveau monde, parce que c'est vrai que c'est en baignant dedans qu'on arrivera à accompagner nos enfants du mieux que possible et à vraiment baliser, sécuriser le terrain. Et qu'on arrivera à organiser ce territoire de presque non-droit pour l'instant. C'est ça. Quand on entend en filigrane dans vos propos, pour revenir à ce que vous nous disiez au début, que la nouvelle citoyenneté, c'est pas finalement l'ancien modèle, c'était de se voir dans les bureaux de vote à chaque élection, c'est l'exercice de la citoyenneté. Et la nouvelle citoyenneté, c'est de participer de manière beaucoup plus étroite, de manière beaucoup plus permanente, d'être beaucoup plus impliqué en fait dans la vie de la cité à travers, vous l'avez dit, les conseils de quartier, à travers le conseil municipal des jeunes, à travers ce type d'instance. Mais est-ce que vous percevez d'autres formes d'engagement citoyen? Parce que là, on parle de la relation à la collectivité, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'initiatives ou de manières de s'auto-organiser collectivement pour faire des choses qui parfois passent sous les radars du politique? Oui, alors l'engagement des jeunes, un sujet qui me tient à cœur, notamment en tant qu'élu, mais pas que, aussi en tant que professionnel. Oui, il y a d'autres sources d'engagement. La collectivité, par exemple, a un agrément, enfin, elle ne le détient pas encore, mais elle passe par le biais d'unicité, donc elle a un agrément service civique. D'accord. Donc là aussi, c'est une belle forme d'engagement. Oui. Les jeunes s'engagent pour la collectivité, que ce soit auprès des seniors, par le biais du CCAS, que ce soit à l'EPN, pour accompagner les personnes en situation d'exclusion. Donc, je pense que déjà l'engagement du jeune peut passer par le volet service civique. Le conseil municipal des jeunes, c'est une belle forme d'engagement aussi. Les jeunes sont volontaires, donnent de leur temps pour la vie de la cité, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on souligne, et c'est vraiment très bien de leur part, et c'est courageux aussi de s'engager en plus du cursus scolaire, parce qu'ils donnent de leur temps. Et ensuite, l'engagement des jeunes, j'ai envie de dire, se fait aussi par le biais de plusieurs actions. Par exemple, courant septembre, on organise une journée éco-citoyenne. Donc le but, c'est de nettoyer du coup les abords de la Jordan. Des jeunes s'engagent pour la matinée, pour prêter main forte, et pour pouvoir justement donner un peu de leur temps pour l'environnement, et pour aussi là une belle forme d'engagement. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui touche pas mal cette génération. Hier, on avait à cette place-là Olympe Bigot Forestier, 13 ans, qui est donc scolarisé au collège de la Jordane, qui est éco-délégué de classe. Je ne savais pas que ça existait, mais elle est extrêmement engagée là-dessus. Et on avait le William aussi, qui fait partie du conseil municipal des jeunes de Mauriac, qui était très sensible à ces questions-là. Donc oui, je pense qu'effectivement là-dessus, ça c'est un vrai sujet qui leur tient à cœur. Je pense qu'ils ont un petit peu raison. Et est-ce qu'ils ont justement en dehors de ces
de temps-là? Est-ce qu'il y a des modalités que vous imaginez, peut-être demain, parce qu'on est encore tout à fait en début de mandat, mais un conseil municipal des jeunes qui n'a pas de budget? Est-ce qu'un budget, on voit certaines communes qui allouent 30 000 euros au budget participatif, tout ça est contrôlé par les élus, mais parce que avoir une voix, c'est bien, avoir des mains, c'est mieux. Oui. Est-ce qu'on peut leur donner les moyens d'agir et leur faire confiance au point, quelque part, de décider de choses qui sont structurantes ou importantes pour la ville? Oui, bien sûr. Alors, à savoir que le conseil municipal des jeunes de la ville d'Aurillac a son propre budget. Il a son propre budget. budget. Oui, tout à fait. Du coup, il mène des actions qui sont financées par la collectivité. Quel montant, sans indiscrétion? Je ne l'ai plus en tête, je vous dirais des bêtises, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi évoluer en fonction des actions portées. À partir du moment où c'est pertinent, il n'y a pas de raison. Par contre, tout à l'heure, je vous parlais de la fameuse plateforme citoyenne numérique. Demain, nous souhaitons ouvrir un espace jeune et pourquoi pas lancer un appel à projet pour la jeunesse. Dire, ben voilà, les jeunes, il y a un budget participatif de, je ne sais pas, 10 000 par exemple, je ne sais pas. Quel est le projet? Millions. Allez, 10 millions, soyons fous. Cash. Non. Demain, donc voilà, un tel budget donc, est alloué à la jeunesse. Quelles sont les actions? Quel est le projet que vous proposez pour votre ville? Et donc voilà, à partir de là, les jeunes pourront proposer des actions, des projets pour leur ville, mais que ce soit petite taille, soit une petite taille ou grande taille, peu importe, à partir du moment où le projet est porté par la jeunesse et si le projet colle parfaitement à la ville d'Aurillac, la collectivité, bien évidemment, suivra. Donc vous leur donnez une voix et des mains. Oui, tout à fait. On est au clair là-dessus. Tout à fait. Et nous souhaitons vraiment libérer la parole du jeune à travers justement cette plateforme numérique, qu'il puisse interagir à distance et aussi, bien évidemment, par le biais du conseil municipal des jeunes et autres. Toute autre manifestation, les jeunes sont toujours les bienvenus. Merci beaucoup Vanessa Bonnefoy. Merci Jean-Claude Rondolat. Vous travaillez ensemble autour de ce qui se passe à Aurillac, j'ai cru comprendre. Sur Arpajon. Alors sur Arpajon au départ, puisque quand on avait monté le premier projet de faire venir le Maïf Numérique Tour, je crois que tu n'étais pas encore élu. C'est ça. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Maintenant, c'est vrai que Vanessa a des responsabilités autres et plus importantes voilà, et complémentaires de ce que tu fais au centre social. Mais le projet est toujours d'actualité et va se faire au centre social d'Arpajon. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'étais vraiment très contente d'être avec Jean-Claude ce matin. C'est vraiment bien tombé parce que c'est vrai que du coup, par mon travail, donc on a pu travailler ensemble et vraiment on travaille bien ensemble avec la Maïf et ça c'est bien parce qu'ils apportent toujours le volet préventif et ça c'est important pour nous, surtout quand on parle de jeunes. Et donc on va reporter notre manifestation et j'espère qu'on pourra la faire. Et je voulais juste dire et profiter de ce temps pour dire que on va donc organiser cette manifestation sur la ville d'Aurillac, donc les 10 heures d'Aurillac, donc les 10 heures du numérique. Et bien évidemment, la Maïf, je sais, pourra donc être à nos côtés et du coup nous épauler sur tout ce qui est volet prévention et sécurisation au niveau d'Internet. Ça sera avec plaisir, évidemment. Oui. C'est super, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Pour nos amis qui sont en ligne, on reprend à 10h30 pour parler des jeunes et de la citoyenneté. Pour nos amis qui sont en salle et à Aurillac, je vous invite donc à retrouver la Maïf sur son stand dans le Smart Village. En passant, arrêtez-vous au bus Cybercantal qui est en général, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais qui en général est accompagné, enfin est géré, piloté par des jeunes en service civique avec unicité justement. Mais là, Covid oblige, le bus Cybercantal a eu d'autres missions. Mais voilà, l'an dernier, ils étaient présents, tous ces jeunes, et ils font des promotions. Et j'espère que ça pourra reprendre. Ils font le tour du Cantal pour faire de l'inclusion numérique, comme le fait l'espace public numérique aujourd'hui au cœur d'Aurillac. Pierre Matonnier l'a dit, ils sont déjà venus 5 fois. Donc vous créez des habitudes, vous créez de la récurrence. C'est très important parce que ça se fera dans la durée. À la fois aider les enfants, les parents à prendre conscience
des risques, les maîtriser, et puis se dire qu'à un moment donné, cette maîtrise les rend responsables et capables de s'engager dans la vie de la cité, de devenir des citoyens qui voilà, auront les commandes à un moment donné, parce qu'on est dans cette transmission-là. Merci beaucoup, on vous applaudit, merci, merci.